Bonjour à tous, bienvenue. On va commencer si tout le monde est prêt. Alors, aujourd'hui on accueille un intervenant un peu particulier, puisque Michel est un de nos volontaires. En effet, d'habitude, c'est plutôt lui qui est de l'autre côté du pupitre, puisqu'il organise les conférences et il introduit les intervenants. Alors, puisque certains d'entre vous le connaissent déjà, on va déjà commencer par trois choses que vous ignorez peut-être à propos de Michel. Quelle est sa formation initiale? Puisque oui, Michel n'a pas toujours été bénévole à l'IHS, il a eu une vie avant. Michel est ingénieur physicien, donc il a passé toute sa carrière en tant qu'ingénieur de recherche à l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement. Deuxième question, quand est-il arrivé en Indonésie pour la première fois? En 1982. Ah, vous vouliez jouer? Désolé. Donc c'était toujours pour l'IRD en 1982, il a été affecté de 82 à 85 à l'IPI, qui est un peu le CNRS indonésien. Quels autres métiers a exercé Michel? Je vais peut-être pas vous laisser répondre parce qu'il y en a eu beaucoup, mais en tout cas il y en a un qui est assez original. À La Réunion, il a dirigé un laboratoire de télédétection qui, grâce à une antenne satellite, produit des cartes de température de surface de la mer sur l'océan Indien. Alors voilà pour les faits un peu insolites. Pour la suite de son parcours, donc en 2004, il est revenu pour de bon en Indonésie, toujours comme représentant de l'IRD à Jakarta. Et puis depuis sa retraite en 2010, il a souhaité mettre son expérience au service des expatriés, des nouveaux arrivants, pour des activités de formation, et pas que des expatriés d'ailleurs, pardon, au service des nouveaux arrivants. Et donc il a puisé à ce moment-là dans les nombreuses richesses documentaires de l'IHS. Et en 2008, il a également suivi la formation de guide au Musée national. Mais aujourd'hui, il va nous parler de son premier métier, donc en tentant d'élucider la question qui nous taraude. Pourquoi pleut-il pendant la saison sèche? C'est une question qui nous est parue fort à propos, puisque vous l'aurez noté, ces derniers temps, les pluies sont particulièrement intenses. En outre, le sujet du changement climatique est évidemment sur toutes les lèvres, et on observe déjà ses conséquences sur l'accès à l'énergie, à l'eau, sur les mouvements de population et les écosystèmes. C'est donc l'occasion pour nous d'apporter un éclairage et de s'intéresser à ces effets ici en Indonésie. Alors pas de panique, nul besoin d'être particulièrement qualifié pour suivre cette conférence. En effet, Michel aime à se définir avant tout comme un vulgarisateur plutôt que comme un spécialiste. Avant de commencer cette conférence, je tenais à remercier Lifi et Stéphane Dever, et aussi Gauthier, puisque tu es là aujourd'hui, qui nous a proposé d'accueillir les conférences de la section francophone au sein de cet auditorium. Je laisse à présent la parole à Michel, donc la conférence devrait durer à peu près 45 minutes, et puis on se retrouvera à l'issue de la présentation pour une séance de questions-réponses. Merci, bonjour, et merci pour cette introduction. Effectivement, j'ai eu plusieurs vies au cours plusieurs carrières au cours de ma vie. Donc aujourd'hui, on va parler donc, de climatologie. Hein. Et donc, il y a le logo de la Fête de la Science, et c'est particulièrement opportun d'inclure la science dans la culture. Et puis j'ai rajouté le logo de la COP27 qui s'est ouvert, vous le savez, il y a 2 jours, hein, et nous allons parler un tout petit peu du changement global. Alors, on a dit qu'il ne fallait pas être trop technique, mais en même temps, quand vous avez vu le titre, j'espère que vous êtes revenu dans vos manuels de physique des fluides, de mécanique des fluides, et donc il n'y aura pas d'équation, mais je ne peux pas faire l'impasse complètement sur celle-ci, hein, qui parle du comportement des fluides non compressibles, c'est-à-dire en particulier l'eau, sachant que le climat c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Donc, juste, c'est une boutade bien sûr. Alors, puisqu'on est dans la fête de la science et puisqu'on vient de vivre une période pendant laquelle de nombreux scientifiques sont apparus ici ou là, sur les réseaux sociaux ou la télévision, je voudrais rappeler quelques petites choses sur ce qu'est la science et ce qu'elle n'est pas, et sur ce qu'est la recherche et ce qu'elle n'est pas. Hein. Et en particulier, donc je m'appuie sur un livre et une conférence d'Étienne Klein qui ont toutes les deux le titre de Le goût du vrai, pour illustrer à quel point la science est essentielle et à quel point elle a entièrement sa place dans la culture aujourd'hui. Hein.
Et j'extrais de son livre une anecdote qui est apparue pendant la pandémie, au début de la pandémie, alors qu'il n'y avait eu encore aucun essai clinique. Un sondage a été fait par le Parisien libéré qui demandait: est-ce que vous pensez que tel médicament est efficace ou non contre le Covid? Et à ce sondage, 60% à peu près ont répondu oui, 20% ont répondu non, et seulement 21% ont répondu je ne sais pas. Ce qui est intéressant, il y a deux choses qui sont intéressantes là-dedans, c'est qu'à l'époque, personne ne savait. Néanmoins, 80% des gens étaient persuadés qu'ils savaient. Et en plus, dans la présentation, vous voyez que le je ne sais pas est grisé, il est presque pas visible. Et le titre, d'ailleurs, dit que met l'accent sur ceux qui croient. Et donc, je mets en garde contre les relations entre les faits, la science, les croyances et les opinions. Et donc, je vous invite, par rapport à tout ça, à adopter l'attitude que proposait déjà Descartes, à savoir ce qu'il appelait le doute méthodologique. Quand vous recevez une information, j'ai presque envie de dire, y compris par rapport à ce que je vais vous dire maintenant, quand vous recevez une information, vous avez deux attitudes. Soit vous pensez que c'est juste, soit vous pensez que c'est faux. Mais dans les deux cas, c'est une croyance. Je crois que c'est juste ou je crois que c'est faux. Le doute méthodologique, c'est de croire assez que c'est juste pour ne pas le rejeter, parce que le rejeter, c'est juste croire que c'est faux, mais ne pas complètement l'accepter, de façon à pouvoir chercher un petit peu plus loin. Et ça s'appelle l'esprit critique, ou ce qui est encore mieux dit en anglais, critical thinking, qui est une manière critique de penser. Voilà, après avoir dit ça, on peut, voilà, je vous laisse lire ce que Étienne Klein dit des relations entre la science et la recherche. La science, c'est ce qui est à peu près établi, donc il est à peu près établi que la Terre est ronde, n'est-ce pas? Personne n'en doute ici, n'est-ce pas? La recherche, c'est au contraire de se dire, est-ce que, par exemple, la structure du noyau terrestre influe sur la forme externe de la Terre? Et là, c'est de la recherche, il faut aller faire de la sismologie, de la gravité, etc. Bien. Alors, si on est dans le cadre de la semaine de la science, et effectivement la climatologie est une science, eh bien, l'IHS, elle, s'intéresse essentiellement à la culture. Alors, quels sont les rapports qu'il y a entre la science et la culture? Et quels sont les rapports qu'il y a entre le sujet qui nous intéresse et la culture? Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Juste pour l'introduire, jusque-là c'est une introduction. On va commencer avec le sujet maintenant. En 1972, j'habitais en Nouvelle-Calédonie et il y a eu une sécheresse qui a duré 9 mois. 9 mois sans une goutte d'eau. Et je peux vous dire, la brousse sentait la charogne à cause de tout le bétail qui était mort et qui restait dans les champs. Et puis en 1972 également, un de mes collègues a failli mourir parce qu'il a été pris au Tuamotu, un archipel de Polynésie, dans un cyclone, alors qu'il n'y a pas de cyclone en Polynésie. Et puis l'île de Rodrigue a elle aussi été frappée par une Rodrigue qui fait partie de l'île Maurice dans l'océan Indien, a subi également une sécheresse qui a complètement dévasté le système social. Je cite Rodrigue parce que c'est aussi, on parle un peu de culture, donc c'est une île qui a été citée par Jean-Marie Le Gléziot, prix Nobel de littérature lui aussi. Alors, l'Indonésie est située dans la zone intertropicale et son climat est décrit comme équatorial. Et puis, alors je vous laisse lire. Vous voyez, je suis allé aux meilleures sources scientifiques pour avoir les descriptions, c'est-à-dire, et ça dit quoi? Ben, ça dit les deux saisons, une saison sèche, une saison humide, et comme ils disent, sinon c'est bien quand même. Je crois qu'on est à peu près d'accord avec ça. Alors, l'Indonésie a une situation un petit peu particulière. On peut dire ça de tous les pays, bien entendu. Elle est située entre, d'une part, un domaine continental, un domaine eurasiatique, et puis un domaine océanique. Et le domaine océanique lui-même est composé du Pacifique et de l'océan Indien.
Tout ça fait une situation particulière qui va déterminer un peu le climat dans lequel elle se trouve. Alors quand on compare les marqueurs des saisons, un mot important, saison, d'ailleurs au passage, son étymologie le fait remonter au semail, qui montre bien le lien qu'il y a entre l'agriculture et la manière dont on repère le temps. Donc en France, à Paris, le marqueur principal, c'est la température. C'est l'un des marqueurs qui varie au cours de l'année. On parle bien entendu là des années normales. Et puis en revanche, la pluie, c'est plus aléatoire. Et puis à l'inverse, Jakarta, on le sait tous, la température ne change pratiquement pas, alors que la pluie montre comment dire, une organisation particulière. L'autre marqueur des saisons, c'est la longueur du jour. Vous voyez que la longueur du jour varie, enfin vous savez, je veux dire, que la longueur du jour varie dans les zones tempérées, tandis qu'à Jakarta, pardon, on est au sud de l'équateur, donc c'est inversé, mais en même temps ça ne varie pas beaucoup. Et donc, là aussi, pour relier à la culture, j'aime beaucoup le titre de ce roman de Jean Giono, La rondeur des jours. C'est-à-dire que quand on arrive d'un pays tempéré et qu'on vient vivre sous les tropiques ou sous l'équateur, on perd au moins pendant un an cette sensation que le temps avance. Et on vit dans un monde dans lequel les rythmes sont partiellement perdus. Alors, on s'est intéressé depuis très longtemps, Archimède s'y intéressé, le philosophe grec, et puis plus récemment Montesquieu, quelle est l'influence du climat sur notre manière d'être, et dans le cas qui nous intéresse, quel a été l'impact de ce que nous avons vécu depuis 2-3 ans sur votre humeur ou sur votre manière d'être. Je vous laisse lire, je veux dire. Et on va s'intéresser, comme on l'a dit, à la fois au temps qu'il fait, mais à la fois au temps qui passe. Et en préparant cette conférence, moi qui suis, je viens des sciences dures, j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt que je croyais que c'était des mots qui se ressemblaient, ils étaient homonymes, pas du tout, c'est le même mot. On repérait le temps qui passait, et je vous ai dit saison vient des semailles, on repérait le temps qui passait au temps, comment dire, au temps qu'il faisait. D'ailleurs, le mot climat, qui a le préfixe clim, qui indique inclinaison, signifiait en grec l'inclinaison de la terre au moment de l'hiver, et donc il y a ce champ-là. Et alors je me suis demandé où est-ce que les saisons s'expriment dans la culture. Et j'ai pensé à la musique et aux chansons, et donc voilà un florilège en quelques secondes de tout cela. Vous savez... les saisons. Les saisons. Jamais la fin d'été n'avait paru si belle. Les vignes de l'année auront de beaux raisins. Voilà pour les saisons. Juste pour montrer à quel point les saisons imprègnent la culture populaire dans ce cas-là. La dernière chanson était de Barbara, chantée par Pomme. J'aime Paris en mois de mai, quand les bourgeons naissent. C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés. Seul dans ma chambre, mon cœur de
s'épandre entre la pluie et la pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Et puis pour terminer, I'm singing in the rain, just singing in the rain. et puis dans la poésie également, avec un aspect au moins multiple dans l'image de la pluie, tel que par exemple c'est répété dans ce proverbe chinois. Et puis juste cette image qui est celle du calendrier révolutionnaire ou républicain rédigé par Fabre d'Églantine, le poète par ailleurs décapité. Et je vous rappelle ici quelques noms de mois dont on a oublié la plupart, sinon peut-être Brumaire ou Germinal. Mais pour montrer là aussi l'importance qu'il y a des liens entre le climat et le temps qui passe. Et comment dire, alors préparer cette conférence a été pour moi l'objet d'une humiliation très profonde. Je m'explique. Je présente dans les formations que je fais ce calendrier des actions sur la vigne. Et puis par ailleurs, je présente cette image des rizières de Bali que la plupart de vous ont vu et dans lequel on voit les différentes actions sur la même photo. Et j'utilise cela pour dire, eh bien à l'inverse de la vigne, les balinais, dans ce cas-là, ne sont pas tenus par le calendrier et par les saisons, parce que la température est constante, parce que la pluviométrie ne change pas dramatiquement, parce que, etc. Et donc on en tire assez volontiers la conclusion que le temps, en quelque sorte, n'existe pas dans le monde indonésien. Et l'humiliation vient du fait que je suis allé regarder un peu ce qui se passait du côté du calendrier. Et le calendrier javanais pourrait, s'il y a un volontaire ou une volontaire, donner lieu à une conférence en soi, à quel point il est complexe. C'est-à-dire que, par exemple, les Indonésiens utilisent conjointement 3 calendriers, le calendrier géorgien, le nôtre, le calendrier officiel, puis le calendrier javanais, et puis le calendrier islamique. Et le calendrier javanais, là aussi je vous laisse lire, présente une complexité avec au moins 2 semaines, une semaine de 5 jours, appelée Pasaran, qui vient du Passar, du bazar iranien, persan, et qui était probablement lié aux 5 doigts de la main, parce que les marchands faisaient des tournées de 5 jours. Et donc, je cite là le Sultan Agung de Mataram, qui est celui qui a créé ou qui a forcé le calendrier javanais. Et puis, sur la semaine de 5 jours, la richesse des symboles qui sont associés aux différents noms des jours. Donc l'humiliation, et puis voilà le calendrier en 12 mois, et qui reprennent dans un grand détail, et si vous voulez, je pourrais partager au moins le lien de cette description, qui reprend très clairement et très exactement l'évolution du climat et l'évolution des saisons. Et donc, quand on a tendance à penser que les Indonésiens vivent dans un présent idyllique, permanent et très étroit, c'est une grande simplification. Et tout avance dans la culture indonésienne est une série d'humiliations de cette sorte. Alors, zut,
Non, je ne me suis pas trompé de présentation, c'est qu'effectivement, en 2010, j'avais déjà fait une présentation sur le même thème. Alors pourquoi? C'est parce que eh ben, les périodes humides se répètent. Et voilà des photos. Alors ici, c'est le gouverneur, Fauzi Bobo de l'époque, et ici, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, président, allant au palais présidentiel, les pieds dans l'eau. Alors, je vous ai dit, méthode scientifique, ça veut dire, on se pose la question de savoir est-ce que c'est vrai? Alors, nous avons l'impression qu'il a plu beaucoup, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Regardons les statistiques, et de fait, celles-ci ne vont que jusqu'à 2020, mais effectivement, en 2020, pardon, il a fait effectivement, il a plu plus qu'avant. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et comprendre ce qui se passe, ça veut dire, on va regarder ce qui se passe sur la Terre. Or, la Terre, appelée la planète bleue, j'ai failli citer le vers de Paul Éluard qui dit que la Terre est bleue comme une orange, et puis je me suis dit que je n'ai pas trop su où le mettre. Mais donc, la planète bleue, pourquoi elle est bleue? Eh bien, parce qu'elle est entourée la Terre solide est entourée de deux fluides. L'un, c'est la mer, 71% de la surface, et l'autre, c'est l'air, et ben, c'est 100% de la surface. Et en quoi ils sont importants? Eh bien, parce que la Terre est une machine thermique. Elle reçoit de l'énergie et elle la diffuse. Donc elle reçoit, c'est de l'ordre de 300 watts par mètre carré. Par comparaison, à faire à repasser, c'est à peu près 1500 watts. Ça veut dire qu'il faut 5 mètres carrés de soleil pour alimenter un fer à repasser. Et puis, donc, je me répète, là, liquide, gazeux, et donc, qu'est-ce qui se passe avec ces fluides-là? Et bien entendu, il y a l'influence réciproque de l'air et de l'eau à travers le vent et les courants. Alors, pourquoi on s'intéresse à la chaleur? Alors qu'on voulait parler de la pluie, et ben, c'est parce que la chaleur, c'est ce qui permet à l'eau de s'évaporer. Et je vais, à travers quelques diapositives, vous présenter ou vous rappeler votre cours de physique. Donc l'évaporation, le cycle de l'eau, l'évaporation, les nuages, ils montent, ils se déplacent, ils se refroidissent et il pleut. Alors, la chaleur, il y a 4 modes de propagation de la chaleur. Je ne parlerai que de 3 ici. Donc, le rayonnement, la convection et la conduction. Alors, on commence par le plus simple. La conduction, c'est tout simple. Vous chauffez une poêle au milieu, la chaleur va se répartir partout. Et si vous n'avez pas d'isolant, vous allez vous brûler en la prenant. On ne va pas s'y intéresser beaucoup parce que ça n'intervient pas. Le rayonnement est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Alors le rayonnement, vous savez ce que c'est. C'est par exemple les fours ou les chauffages comme ça. C'est aussi les lampes, c'est le soleil qui nous éclaire. Mais c'est également quand vous entrez dans un môle, ce qui permet de repérer la température de votre main. Ou c'est ce qui permet, dans la nuit, à travers une caméra infrarouge. Et puis c'est ce qui permet à un satellite, ici Landsat, de repérer la température de surface de la mer qui joue un rôle si important dans le climat. Alors, vous savez, bien évidemment, je veux dire, on repart à la base, ça devient encore plus compliqué un peu plus tard. Vous savez bien évidemment que quand on chauffe quelque chose, le corps se dilate. Et s'il se dilate, sa densité diminue. Le volume augmente, la masse ne change pas, donc la densité diminue. Et quand la densité diminue, eh bien, il y a un phénomène qui se met en place, qui est le phénomène de convection, tout simplement. On le voit dans une bouilloire, on le voit également, par exemple, c'est ce qui permet à des ballons à air chaud de s'élever, simplement parce que leur air est plus chaud et donc plus léger. Et alors,
une des questions que nous nous posions, c'était « Mais pourquoi il pleut tous les jours à 14 heures ?» Eh bien, c'est tout simple. Parce qu'hier, il a plu, le sol est chargé d'humidité. Et le soleil commence à briller le matin, il chauffe, l'eau s'évapore, elle s'élève, elle se refroidit, et il pleut. Et tout ça prend quelques heures. Et comme les jours se suivent et se ressemblent, eh bien, il pleut toujours à peu près à la même heure. Alors, deuxième expérience, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà allés à la plage. Si vous arrivez le matin à la plage, vous marchez sur le sable, et le sable est froid, plutôt froid. Et puis vous mettez le pied dans l'eau et vous vous rendez compte que l'eau est tiède. Bien. Passe toute une matinée, on arrive à midi, et là, le sable est brûlant, et l'eau est toujours tiède. Peut-être un peu plus chaude, mais globalement tiède. Qu'est-ce que ça montre, ça? Ça introduit un concept qui est celui de capacité thermique d'un corps. Dans ce cas-là, deux choses. Un, l'eau est plus stable, elle se réchauffe moins vite. Et le sable, lui, se réchauffe plus vite. Mais en même temps, il l'accumule, il a besoin de moins de chaleur pour se réchauffer, et donc il accumule moins de chaleur. Et donc ce phénomène-là, différentiel entre l'eau et le sable, on va le retrouver, par exemple, dans la mousson. Alors l'autre chose, c'est que quand on arrive au soir, et là aussi, si vous êtes déjà resté à la plage jusqu'au soir, peut-être vous rendu compte que, de la même manière que le sable s'était réchauffé, eh bien il se refroidit. Et en se refroidissant, il induit un courant d'air qui va de la terre vers la mer, qu'on appelle une brise de terre, et là aussi, c'est le mécanisme principal de la mousson. À la mousson, on va y venir. Alors juste pour clarifier les choses, on confond parfois météorologie et climat. Il y a deux éléments différents. L'un, c'est le temps et l'autre, c'est l'espace. La météorologie, c'est en gros moins de 10 jours. Météo France prévoit 5 jours avec certitude et 5 autres jours approximatifs. La climatologie, c'est le temps long et c'est l'ensemble de la Terre. Et au milieu, il y a la mésoéchelle. Méso, en grec, veut dire centre. Et puis, si on est un petit peu plus précis, et puis on va s'intéresser à... On a vu la météorologie, c'est la pluie à 14 heures. On va regarder la mousson, ENSO, c'est-à-dire El Niño, et le changement global et l'impact de celui dernier sur les précédents. Alors, la Terre, machine thermique, ça veut dire qu'elle reçoit de la chaleur du Soleil. Il faut encore 300 et quelques watts par mètre carré. Et or, à cause des angles, vous voyez ça c'est clair, les pôles reçoivent moins de chaleur, moins d'énergie thermique que l'équateur. Et donc, le rayonnement solaire au pôle est moins important. C'est pour ça qu'il fait froid d'ailleurs, alors qu'il fait chaud à l'équateur. Alors on voit ça ici sur, effectivement, l'énergie reçue, où elle est très forte, en tout cas dans la zone intertropicale, et beaucoup moins forte dans la région polaire. Or, ce qui va se passer, c'est que cette énergie thermique, elle va vouloir s'évacuer et passer des régions chaudes aux régions froides. Et comment ça se fait? Eh bien, ça se fait dans les deux fluides. Dans la mer, ça se fait à travers ce qu'on appelle la circulation thermohaline, c'est-à-dire c'est une sorte de courroie convoyeuse qui
a deux branches, une branche en surface qui est ici représentée par la partie claire, et une vers les pôles, vers les zones plus tempérées. Et donc ça va se faire à travers des cellules, dont je vous laisse oublier le nom, c'est-à-dire qu'au niveau de l'équateur, on a des dépressions, l'air chaud monte, il se déplace et il redescend à peu près à 30 degrés nord et sud. Et puis il y a un autre phénomène qui est ce qu'on appelle la force de Coriolis. Qu'est-ce que dit cette force de Coriolis? Eh bien, elle dit que si jamais un corps se déplace sur quelque chose qui tourne, eh bien il va être dévié, n'est-ce pas? Alors, c'est tout simple, et c'est ce qui fait que les vents alors ils ont monté au niveau de l'équateur, ils se sont déplacés, ils se sont refroidis et ils reviennent. Et quand ils reviennent au niveau du sol, ils sont déviés, et ils sont déviés vers, à l'opposé du mouvement de la Terre. Et donc ça donne dans le Pacifique, où on est là en Afrique, c'est pareil dans le Pacifique, ça donne dans le Pacifique les alizés, ce que les anglo-saxons appellent les trade winds, les vents du commerce. On va aller plus vite que ça. Oui, donc c'est cette force de Coriolis qui fait que quand il y a un cyclone et que le vent se dirige vers le centre du cyclone, il est dévié, et donc il ne va pas tout droit, il fait des tours comme ça, et vous avez ici un magnifique cyclone. Et donc, ça nous donne ici le schéma des vents dominants dans le monde, et vous voyez qu'en ce qui nous concerne, ce sont ces alizés qui dominent le schéma. Voilà une forme plus simplifiée. Alors tout ça est très bien, sauf que c'est plus compliqué que ça. Cette phrase-là, vous allez l'entendre encore une ou deux fois. C'est plus compliqué que ça. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que la Terre est inclinée. Elle est inclinée à peu près de 20, puis au moins de 30 degrés, oui, 23 degrés 27, et 23 degrés 27 qui est l'angle d'inclinaison de l'axe de la Terre, c'est la latitude à la fois des deux tropiques. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que il y a 4 moments importants dans le mouvement de la Terre autour du Soleil. Ce sont les 2 solstices, les moments où les jours sont soit les plus longs, soit les plus courts, et l'autre moment sont les équinoxes. Équinoxe d'ailleurs veut dire que les nuits sont égales, et donc on a un équinoxe d'automne et un équinoxe de printemps. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien ça veut dire que, alors qu'on avait présenté la chaleur à l'équateur et se répandant, et bien en fait l'équateur thermique, peut-on dire, n'est pas toujours au même endroit. Et donc voilà ici l'équateur en juillet, vous voyez qu'il est dans le nord, et l'équateur thermique, l'endroit qui est le plus chaud, c'est en janvier. On a bien là le fait qu'en janvier, il fait a priori plus chaud. Au passage, il y aurait tendance à ce qu'il fasse plus chaud, mais que comme il pleut, ça rabaisse la température. C'est la raison pour laquelle en Indonésie, la température est constante. Alors voilà ici un enregistrement de plusieurs années qui vous permettent de voir du nord au sud la balance de la zone de chaleur. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde par exemple la zone indienne? Eh bien on a un continent au bord d'un océan et qui se réchauffe et qui se refroidit. Eh bien qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous la plage le soir. Eh bien, lorsque le continent se réchauffe
il se réchauffe plus vite que l'océan, et donc il fait monter l'air, hein, il fait monter un air qui est chargé en humidité, et donc il pleut. C'est la mousson. Alors on dit d'été parce qu'on est dans l'hémisphère nord, hein. Il faut faire attention quand on passe l'équateur, c'est inversé. Et puis à l'inverse, eh bien, en hiver boréal du nord, hein, le continent se refroidit plus vite, hein, et donc on a une zone de haute pression et il pleut au-dessus de l'océan. Hein. Alors le mot mousson est intéressant puisque c'est un mot arabe qui en arabe veut dire saison, qui chez nous, c'est-à-dire dans les langues européennes, aussi bien l'anglais que le français, a donné la mousson au sens du phénomène dont on vient de parler, mais qui en indonésien est devenu musim, qui lui veut dire saison. Alors le changement de pluviométrie, mais également changement du régime des vents, et donc pour faire simple, on a au-dessus de l'océan Indien des vents qui se renversent entre octobre et mars d'un côté et avril-septembre de l'autre, hein, et ça a eu un impact, je vais dire des choses tout à fait banales pour les guides qui sont ici, mais ça a eu un impact extrêmement important, puisque cette renverse de vent permettait à des navigateurs qui avaient des bateaux qui, en termes de navigation, hein, n'étaient pas très ardents, c'est-à-dire n'étaient pas capables de remonter au vent. Hein. C'était l'assurance pour un navigateur qui partait donc soit sur un bateau, comment dire, austronésien, soit sur un bateau indien, d'être à peu près certain de revenir. Et c'est ce qui a permis, au cours des siècles, les échanges entre l'Inde et plus loin le monde arabique et plus loin le monde européen, et la Chine, hein, en soulignant ces trois flèches ont la même taille, c'est-à-dire la taille à peu près 2000 km, c'est-à-dire la taille de la Méditerranée. C'est ce qui a permis à Denis Lombard, hein, dans le carrefour javanais, de dire que la mer de Chine du Sud d'une part, la mer de Chine du Sud d'une part et la mer du Bengale d'autre part, hein, était en quelque sorte la Méditerranée de l'Asie. Alors voilà les courants de mousson. Vous voyez qu'ici il y a une renverse des courants, avec toujours, tout au long de l'année, cette descente de l'eau du Pacifique vers l'océan Indien. Hein. Alors on va maintenant parler de El Niño. Peut-être en avez-vous entendu parler, on va essayer de repréciser ce que c'est de manière un petit peu plus précise. On a parlé de mousson à propos de l'Inde, c'est l'endroit où effectivement le concept est apparu et a été analysé. Mais des moussons, il y en a dans des tas d'autres endroits. Hein. Et en particulier, un endroit qui est intéressant, qui est l'Amérique du Sud. Et pourquoi est-ce intéressant? Parce que le mot El Niño voulait dire au départ, il a un double sens, une double signification qui mène à la confusion. Hein. Qu'est-ce que c'était El Niño? Eh bien, les pêcheurs de la zone, ce qui est maintenant Chili-Pérou, hein, observaient qu'aux alentours de Noël, il y avait une perte d'efficacité de la pêche. Ils pêchaient moins. Et le fait que ce soit tous les ans m'a laissé penser qu'en réalité, il ne s'agissait pas pour ce phénomène-là d'un phénomène global, mais probablement d'un phénomène de type mousson, c'est-à-dire que la rencontre entre un continent, l'Amérique du Sud et l'océan Pacifique, faisait qu'il y avait des mouvements. Hein. Et quels mouvements il y avait? Eh bien, naturellement, quand les vents soufflaient, les vents, les alizés soufflent,
ils entraînent avec eux la mer superficielle, une mer chaude. Et comme la nature a horreur du vide, ils laissent remonter des eaux froides. Et ces eaux froides sont riches en nutriments et donc ça initie une chaîne alimentaire qui permet d'avoir une pêche abondante. Mais lorsqu'il y a une renverse de vent, comme on l'a vu à propos de la mousson, eh bien, une partie de l'eau chaude revient, bloque cette remontée d'eau froide et bien, bloque la pêche. Et comme ça intervient au moment de Noël, les pêcheurs l'ont appelé El Niño. Mais, et c'est là où il y a un glissement de sens, on s'est rendu compte que parfois, ce qui ne doit durer que quelques semaines à quelques mois, dure en fait plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est ainsi que les scientifiques ont observé qu'avec une périodicité de 2 à 7 ans, il y avait un phénomène comparable, c'est-à-dire de l'eau chaude qui arrivait sur les côtes d'Amérique latine. Et un météorologue anglais qui travaillait en Inde a fait le rapprochement entre ces périodes El Niño en Amérique latine et les dates et l'intensité d'apparition de la mousson à travers une grande quantité de mesures de météorologie, c'est-à-dire de pression. Et ce qui permet de voir qu'il y a peut-être un phénomène de mousson, c'est la comparaison entre les précipitations sur la période décembre, janvier, février et la période par rapport à l'ensemble. On voit qu'il y a une différence probablement significative. Alors si on revient sur cet enregistrement, là ce sont des températures de surface de la mer, on voit qu'au bord de l'Amérique latine, il y a cette remontée d'eau froide, vous voyez ici, hein, qui s'appelle le courant de Humboldt, et puis parfois donc l'arrivée de ces eaux chaudes. Et donc El Niño, c'est ça, c'est-à-dire c'est cette inversion des eaux chaudes entre l'Est et l'Ouest du Pacifique. Alors, la situation normale, c'est celle-ci, et puis, et elle se traduit par cela, comment dire, en termes de température, ça c'est la situation normale, les alizés poussent l'eau superficielle chaude depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, et puis de temps en temps, il y a donc, parce qu'il y a une balance de pression, les alizés s'affaiblissent, voire changent, et donc à ce moment-là, il y a cette langue d'eau chaude qui part d'Indonésie, qui traverse l'ensemble du Pacifique et va en Amérique latine. Et pour vous donner un ordre de grandeur de l'importance, il faut savoir que cette langue d'eau chaude représente à peu près la surface des États-Unis et qu'elle se déplace sur à peu près 10 000 km et à une vitesse comme elle fait ça en quelques mois, ça veut dire qu'elle se déplace, c'est un courant qui traverse le Pacifique à 1, 1,5, 2 km à l'heure. Imaginez donc un gigantesque fleuve d'eau chaude qui traverse le Pacifique depuis l'Asie jusqu'à l'Amérique latine. Et puis à l'inverse, il y a des moments où c'est le contraire, hein, c'est-à-dire qu'on part de la situation normale, il y a un renforcement des vents alizés qui deviennent plus forts, et à ce moment-là, l'ensemble de cette gigantesque langue d'eau chaude vient se piéger au milieu de l'Indonésie qui, à cause de sa structure archipélagique, a plein d'îles pour les coincer. Il y a très peu de détroits permettant le déplacement
d'une masse d'eau aussi importante. Le résultat, c'est qu'on se trouve dans une situation dans laquelle on a de l'eau chaude, on appelle ça la warm pool, la piscine d'eau chaude en anglais, la warm pool, qui alimente à la fois une évaporation, donc après une condensation et des pluies. Si le premier phénomène celui-ci est appelé El Niño, on a par comparaison appelé celui-là la Niña, et c'est cela qui fait qu'on se trouve dans les circonstances dans lesquelles on est actuellement. Alors je vais vous donner quelques coupes. Ce qu'on appelle la thermocline, c'est l'endroit où il y a un changement entre les eaux de surface qui sont implémentées, qui reçoivent une influence des vents, et la zone plus profonde qui est plus stable. En période normale, donc on a une remontée d'eau froide sur les côtes d'Amérique latine, et la warm pool est présente au-dessus de l'Asie, mais sans plus. Et puis, en période El Niño, eh bien, la remontée d'eau froide est complètement bloquée. Vous voyez, la thermocline ne remonte plus jusqu'à la surface. Et on a, en revanche, on a des pluies qui ont lieu au milieu du Pacifique. Alors, à l'ouest, on a de la sécheresse, et c'est la situation que je décrivais au début. Nouvelle-Calédonie à l'ouest de la sécheresse, Tahiti au centre du Pacifique, des cyclones. Et puis la pêche qui devient nulle parce qu'il n'y a plus d'eau froide, il n'y a plus de nutriments, donc il n'y a plus de poissons. Et puis à l'inverse, ça c'est normal, et la Niña, elle, eh bien, on a accumulation de l'eau chaude en Asie, avec parfois même un forçage depuis le Pacifique vers l'océan Indien, et on a vu des effets, y compris sur la côte ouest de l'Australie. Alors, une illustration, parce que c'est joli, je ne sais pas si ça va vous aider à comprendre, mais en tout cas, El Niño and La Niña events, collectively known as ENSO, generate profound year-to-year changes in weather patterns around the world. Using a supercomputer, we have recreated the strongest El Niño on record in late 1997 that was followed by 2 back-to-back La Niñas. The heart of ENSO is in the vast tropical Pacific. Much of the action occurs below the surface. To see this, we focus on a 300-metre deep slice of the ocean along the equator. A massive pool of warm water sits in the west, while in the east, cooler water extends almost to the surface. This creates a strong west-to-east slope in the depth of the warm layer. As the El Niño grows, the warm water floods eastward, displacing the cold water and flattening the base of the warm layer. As the La Niña develops, the opposite occurs. The eastern Pacific cools and the warm pool reforms in the west. This temperature contrast across the equatorial Pacific is linked to the westward blowing trade winds, with winds strengthening during a La Niña and weakening during an El Niño. To make these changes easier to see, we run the sequence again using temperature deviations instead of absolute temperatures. Ok, donc, pardon. Donc, c'est clair pour vous ce qui se passe. Compte tenu de l'importance du Pacifique sur Terre et compte tenu de l'importance des échanges liés à l'ensemble El Niño, La Niña, les effets se font sentir partout dans le monde. Alors, puisqu'on est en période La Niña, je commence par ça, effectivement, le fait d'avoir une période La Niña amène à une période complètement humide en Indonésie,
Alors en fait, vous le savez déjà, ça fait 3 ans que ça dure. On n'a pas besoin de montrer la carte. De la même manière, ou à l'inverse, en période El Niño, on a des variations importantes. Et comment dire, quand on dit que c'est dry, ça veut dire que parfois il y a même des pertes de, comment dire, de pluie importante. Et donc la Calédonie qui se trouve ici a souffert de ce El Niño-là. L'USAID a évalué, alors on ne peut pas lire, mais ça se chiffre en millions de dollars, et l'ensemble de l'impact socio-économique de El Niño est considérable. Le fait que, comment dire, qu'il y ait par exemple des inondations au Pakistan a fait que la semaine dernière, il y a eu 1500 morts à cause des inondations. Alors la situation quasiment aujourd'hui, il y a quelque temps, vous voyez qu'on est dans une situation de la Niña extrêmement forte et qu'on a des zones, tout ça c'est des excès de température, on a des zones extrêmement, comment dire, chaudes, et par conséquent évaporation et par conséquent pluie associée. Ça c'est une vision un peu agrandie. On a l'habitude de présenter les variations. Il y a plusieurs index. Ça peut être la température, ça peut être la hauteur de la mer, ça peut être les différences de pression. Différents index. Et puis il y a un index qui reprend tout. Et vous voyez plusieurs choses sur ce schéma. Un, c'est que la période où on est actuellement, 2020, 2021, 2022, on est effectivement, très clairement, en période de la Niña. Mais vous voyez également qu'en termes d'intensité, il y en a eu d'autres qui étaient plus intenses. C'est la raison pour laquelle, eh bien, en 2010, n'est-ce pas, on a eu une année sans saison sèche. Ce qui caractérise celle-ci, peut-être, c'est sa longueur, encore qu'il y en a eu, donc, année 70 également. Alors, à ce stade, et pour conclure, deux questions se posent. Quelle est l'influence, donc si vous avez compris El Niño et la mousson, première question, l'influence de El Niño sur la mousson. Alors, El Niño, donc, un phénomène qui a une longueur d'onde de 2 à 7 ans. Et la mousson, elle, est un phénomène annuel. Vous imaginez, et c'est intuitif, assez facilement que si les deux arrivent en même temps, si on a la Niña qui arrive en même temps que la mousson, la Niña va amplifier la mousson. On va avoir une mousson plus intense qu'on aurait sans la Niña. Puis à l'inverse, si on est en période El Niño, eh bien la mousson va être moins intense, moins importante. Et donc on a en quelque sorte une modulation de la mousson par El Niño. Deuxième question qui est un petit peu plus difficile, qui est celle qui nous est posée actuellement, à savoir quel est l'impact du changement global sur El Niño. Alors il n'est pas bien facile de répondre à cela. On peut simplement mettre en regard à la fois la figure qu'on avait tout à l'heure, à savoir les alternances, El Niño, la Niña, avec l'augmentation des températures et comment dire, il n'y a pas de corrélation évidente qui sort de ça. Néanmoins, les deux phénomènes ont une importante composante thermique. L'augmentation de la température de la mer et les balances de masse d'eau chaude entre l'est et l'ouest du Pacifique sont tous les deux des phénomènes thermiques.
Il est donc naturel d'imaginer que l'un a une influence sur l'autre, dans les deux sens. El Niño peut peut-être amplifier ou au contraire diminuer le changement global, et à l'inverse, le changement global peut éventuellement rendre soit plus nombreux, soit plus intense El Niño. Je parlais au début de science et de recherche. Si l'existence d'El Niño, ses mesures, sa caractérisation, c'est de la science, l'influence d'El Niño sur à la fois la mousson de manière quantitative, à la fois El Niño du changement global sur El Niño, demeure de la recherche. Il s'agit d'aller essayer de mesurer les phénomènes qui vont pouvoir permettre de prouver ceci, ou d'infirmer cela. Une des difficultés avec ces travaux-là, c'est qu'on a une profondeur temporelle qui est très élémentaire. On a des mesures que depuis les années 50, au mieux, début du siècle. Or, ce n'est pas assez pour caractériser un phénomène qui, lui, se déroule, je parle du changement global, sur des siècles, voire des millénaires, voire plus. Et c'est là où un programme de recherche que Gauthier a signalé intervient, c'est-à-dire qu'un certain nombre de chercheurs, c'est un programme entre l'Université de Nantes et le LIPI, et le laboratoire dans lequel je travaillais dans les années 80, travaillent sur le paléo-El Niño, c'est-à-dire aller chercher des moyens pour mesurer, par exemple, les paléotempératures. Quand on fait une carotte dans dans du corail, on va retrouver des animaux qui vivaient dans une gamme de températures particulières. En connaissant leur profondeur, leur âge et leur nature, donc la température, on peut arriver à chercher des éléments sur le paléo-El Niño. Je reviens en arrière pour simplement essayer de savoir, parce que les gens qui travaillent sur El Niño essayent de savoir, de faire des prédictions, et donc ce qu'ils pensent. Donc on est ici, n'est-ce pas? Eh bien, la prédiction, c'est que, je suis désolé de vous le dire, ça ne va pas s'arranger. Et puis, avec ça, j'ai à peu près terminé. Et donc, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions. Merci beaucoup Michel. Alors, interrogation orale maintenant. Non, je plaisante. Est-ce que certains d'entre vous veulent ajouter quelque chose, demander une précision? Tout est ouvert. Le plus dur c'est de se lancer, mais généralement après ça débloque un peu le truc. Non, vous êtes sûr, vous voulez rester là-dessus? Bon. Ah, merci. Bonjour. La question est... normalement, il pleut commence en novembre ou décembre. Mais je veux... il pleut... il y a en août ou septembre ou octobre. Je pense que c'est pas normal dans le climat. Et aussi, je pense que le climat c'est irrégulier. Pourquoi? Est-ce que chance globale ou c'est ça? Merci de votre question. Elle prouve que je n'ai pas été clair. Ce qu'on appelle une année normale, c'est une année dans laquelle l'Indonésie est soumise au régime de mousson. Et le régime de mousson est un régime qui fait que, effectivement, il tend à pleuvoir. Il pleut à la fin de l'année, c'est octobre, novembre, décembre, c'est maintenant, octobre, novembre, décembre, janvier, tandis qu'a priori, en régime de mousson, on est en mousson sèche, c'est dans les mois
avril, mai, juin, juillet. Or, ce qui se passe avec El Niño, et plus exactement avec la Niña, c'est que la Niña envoie des eaux chaudes, y compris dans les périodes. Quels sont les effets? On ne peut pas le savoir. Il y a des années de plus en plus chaudes, oui. Il y a peut-être plus de cyclones, plus de tornades, et ça va dans le même sens. Il n'y a pas de science qui permet d'affirmer que l'un est la cause de l'autre. On n'a pas de lien de causalité entre le réchauffement global et les modifications du climat qu'on observe aujourd'hui. Merci. Une autre question? Bonjour, merci pour cette chance à questionner, à poser cette question. Je voudrais savoir, quand on parle de réchauffement global, on parle aussi d'émissions de gaz qui créent comme partout. Donc si on réduit alors l'émission de gaz globalement, est-ce qu'on peut empêcher alors le phénomène de El Niño et la Niña, ou bien c'est pas suffisant alors de réduire l'émission de gaz, car vous avez parlé aussi qu'il n'y a pas alors la variété ou bien les preuves que à la cause et autre cause peuvent prouver ce phénomène-là. Merci. La difficulté, une fois encore, c'est que on a des études seulement sur quelques années, quelques dizaines d'années. Hein. Et par conséquent, on peut dire, et ce sont les rapports du GIEC, de IPCC, qui l'indiquent, s'il y a un réchauffement, quand il y aura le réchauffement, ils font des scénarios à plus 1,5, plus 2, plus 2,5 degrés d'ici à la fin du siècle, on va observer cela. Si on observe déjà la même chose, c'est peut-être... Je suis prudent. Vous voyez, c'est la différence entre la recherche, la science, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus prudent. Je pourrais dire absolument c'est comme ça. Oui, mais sauf qu'on n'a pas de preuve aujourd'hui que ça se produit. Si on réduit, autre élément de votre question, si on réduit les émissions de gaz à effet de serre, en particulier le CO2, est-ce qu'on va changer le régime de El Niño, La Niña? Probablement pas. Parce que les échelles de temps sont différentes. Ça fait, vous voyez, un siècle que l'on a augmenté les émissions de gaz à effet de serre et on observe qu'il y a un parallélisme avec les températures. On croit comprendre que l'un a créé l'autre, et ce qui veut dire que pour diminuer le réchauffement, il faut diminuer la production de gaz à effet de serre. Mais à quel rythme ça va se faire, on n'en sait rien. On sait simplement qu'il faut le faire. Non, moi je voulais vous poser une question, de savoir si ce que je vous ai raconté a répondu aux questions que vous pouviez avoir. Mais sinon oui, moi en tout cas j'ai bien compris la différence déjà, le nom de La Niña et El Niño. Je pense que pas tout le monde c'était très clair. Et puis on disait toujours, ces derniers temps, on disait toujours que c'était El Niño, et en fait c'est La Niña qu'on est dedans. C'est bien ce que j'ai compris. Ma question est peut-être un peu en dehors du sujet, mais c'est une question qui me travaille. C'est donc il pleut beaucoup en ce moment et dans des périodes diverses. Je voulais savoir si tu as des informations
si ça joue sur la vie politique ou la vie de l'industrie et aussi de la production du riz, puisqu'il pleut énormément, donc est-ce que ça peut jouer sur la production alimentaire pour nourrir ne serait-ce que l'Indonésie, je ne peux pas parler des autres pays. Est-ce que il y a des informations sur ça, puisque en ce moment, beaucoup d'Indonésiens et tout le monde qui se déplace ont du mal à se déplacer. Est-ce que ça joue sur l'économie indonésienne? Alors, j'ai pas de réponse, mais je vais chercher et essayer de compléter. En revanche, ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on a une période... Alors, la différence entre El Niño et la Niña, El Niño pousse l'eau chaude vers l'Amérique latine, ce qui veut dire une période sèche ici en Indonésie. La Niña, au contraire, période humide. On est en période humide, on est en période de la Niña. Les impacts, alors politiques, je ne sais pas, il faut dire, il y a au moins 2 ou 3, sur les impacts environnementaux. Lorsqu'on est en période El Niño, c'est-à-dire sèche, on a une recrudescence considérable des feux, parce que ça brûle. À l'inverse, quand on est en période de la Niña, comme c'est le cas actuellement, on a des inondations, on sait à Jakarta, Banjir à Jakarta, mais il y en a également dans les régions. Il y a également, ce qui est particulièrement dévastateur, des glissements de terrain. Les glissements de terrain sont le résultat à la fois de l'augmentation de la pluie, mais également de la déforestation qu'il y a eu auparavant. La forêt, à la fois, comment dire, séquestre du carbone, mais également elle sécurise les terres. Le réseau racinaire des arbres tient les terres. Couper les arbres et les terres sont... les roches sont devenues instables et donc s'il y a une forte pluviométrie, ça glisse, il y a des glissements de terrain, il y a des victimes, il y a des morts, enfin c'est tout à fait dramatique. Donc oui, un impact sur l'environnement, tout à fait. Merci. On a encore une question? Si c'est tout pour vous, alors j'en profite puisqu'on a ici... Je voudrais rajouter un dernier mot. Et c'est mauvaise nouvelle. Comprendre, c'est bien, mais ça ne change rien. Je veux dire, si quand on sort il pleut, ben, il pleuvra. Néanmoins, et c'est une question que je vous invite à vous poser, est-ce que le fait de comprendre ce qui nous arrive, ça nous aide à l'accepter plus facilement? Et là, c'est une réflexion sur ce qu'est la culture. À partir du moment où on peut mettre des mots, des explications et des interprétations sur des phénomènes que l'on subit et sur lesquels on ne peut rien, et bien est-ce que psychologiquement, culturellement, ça nous aide à les supporter? Et donc c'est une question que je laisse bien évidemment ouverte. Merci beaucoup Michel. Cette conférence a été enregistrée, donc on vous enverra le lien, elle va être aussi retransmise sur YouTube. Vous avez dû recevoir il y a quelques jours d'ailleurs celle de Stéphane Daubert. Et puis j'en profite puisque le 14 décembre sera notre prochaine conférence et on a ici Elena qui sera la personne qui va la mener. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur le sujet de cette conférence? Oui, donc ça sera le 14 décembre et j'étais ici en 2010. Et j'ai eu la chance de voir des objets qui ont été trouvés après. Il y a eu un comment ça s'appelle le Chillabon, il y a eu un épave qui s'est échouée il y a déjà plus de 10 siècles, qui a été retrouvé et ça fait une grande controverse aussi parce que voilà, je vous expliquerai tout ça donc le 14 décembre et on va tous peut-être aller dans un lieu où tous ces objets ont été sauvegardés depuis 10 ans, ils ont réussi à les retrouver. Donc on n'ira pas au musée comme on avait prévu, mais on ira directement
à cet endroit où tous ces objets ont été magnifiquement exposés. Je vous expliquerai la sirène de Chillebon, c'est comme ça que je vais appeler ma présentation. Et j'espère pouvoir vous donner voilà, des réponses sur qu'est-ce qui a causé cette l'épave et vous expliquer aussi tout le contexte, c'est-à-dire tout le commerce maritime qu'il y avait dans cette région depuis des siècles. Donc c'est vraiment passionnant comme sujet, donc je vous invite à venir vous joindre à nous et puis que vous voyez de vos propres yeux tous ces objets magnifiques qui datent de 10 siècles. Voilà. Merci Elena pour ce teasing, on vous enverra l'info d'ici quelques jours. Donc une conférence sur un format un petit peu différent, un peu plus convivial et puis plutôt sous forme de tour, je dirais. Grand merci Michel, en tout cas pour ma part, je réponds à ta question, oui c'est moins frustrant en tout cas quand on connaît le pourquoi du comment, on vivra peut-être mieux cette période. Je te laisse peut-être dire un tout dernier mot. Non, c'est bon pour toi. Bah, c'est bon. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir.